pour l'heure, eh bien, j'ai été rejoint par Marie-Noëlle Quebel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des études de la Grande École. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Vous êtes étudiante du programme Grande École. En quelle année d'ailleurs? En première année, j'ai intégré cette année. En première année, très bien. Et donc, eh ben, on va ensemble un petit peu parler de ces différentes épreuves et de cette épreuve plutôt plus spécifiquement d'entretien de personnalité. D'abord, Marie-Noëlle, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le déroulement de cet entretien de personnalité? Alors, l'entretien de personnalité est structuré pendant une durée de 45 minutes. Donc, pendant 45 minutes, 3 personnes, membres du jury, on reviendra peut-être sur leur profil, vont rencontrer le candidat et vont conduire un échange, un véritable échange, où nous allons donner le maximum la parole au candidat pour le rencontrer, pour lui laisser le temps de nous dire qui il est. Et globalement, nous avons 2 parties, une partie libre, qui représente la majorité du temps de cet entretien, et une partie dite structurée, où là, nous évoquerons une ou 2 mises en situation. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, une conversation libre, ponctuée de questions-réponses, un véritable échange avec le candidat pour faire connaissance. Qui sont les membres du jury, justement? Comment il est composé, ce jury? Alors, ce jury est composé de 3 personnes. Nous avons d'une part un professeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou un membre de l'équipe de direction du programme Grande École. Nous avons un représentant du monde économique, une personne qui le plus souvent est en activité dans une organisation ou une entreprise. Ça peut être un ancien de l'école, sans en faire une obligation. Et la 3e personne, c'est un étudiant plutôt en fin de cursus. Donc 3 personnes qui vont avoir un regard croisé et pendant 45 minutes qui vont échanger avec le candidat. Donc 45 minutes pour l'épreuve. Si on revient un peu sur le contenu, ça commence toujours par une petite présentation de la part de l'étudiant? Alors nous avons envie après nous être présentés, parce que je pense que c'est important, puisqu'on parle d'une rencontre. Nous donnons la parole au candidat pour qu'effectivement il se présente, mais là, je dirais, nous n'avons pas un modèle. C'est pour initier l'entretien. Nous disposons, comme ça a été dit tout à l'heure par Maëlys Nguyen, nous avons le questionnaire que l'étudiant a renseigné avant l'épreuve. L'idée, c'est, voilà, en quelques minutes, de pouvoir démarrer l'entretien sans avoir une présentation qui pourrait prendre beaucoup trop de temps et que nous serions peut-être amenés à interrompre si justement c'était trop long. Donc c'est un entretien autour de la personnalité avec des questions qui sont posées. Et parfois, ça vous arrive aussi avoir des questions un peu types que vous proposez aux étudiants, des sujets de réflexion un peu généraux? Alors, en fait, les questions sont amenées pour rencontrer l'étudiant, pour savoir qui il est, pour savoir ce qui l'intéresse, pour savoir quels sont ses centres d'intérêt, quels sont les regards qu'il porte sur tout ce qui l'entoure. Nous réagirons à ce qu'il a écrit, bien sûr, dans le questionnaire, mais ça n'est pas limité, justement. Nous avons probablement aussi envie de sortir peut-être de ce qui a été écrit. Donc il n'y a pas un schéma, un entretien n'est jamais le même pour tous les candidats. C'est justement ce que le candidat va nous livrer qui nous permettra de rebondir. Au contraire, nous considérons que nous avons assez d'éléments sur ce sujet et nous partirons sur un autre sujet. Et est-ce qu'il peut y avoir des questions sur l'actualité? Ça peut vraiment être très varié, la typologie de questions qui sont posées? Tout à fait, c'est très varié. Alors c'est vrai que nous nous intéressons aux candidats, donc nous aimons réagir à ces centres d'intérêt, mais nous aimons aussi en sortir, puisque ce que nous souhaitons voir, c'est justement le regard que l'étudiant porte sur tout ce qui l'entoure, sur tout ce qui peut être l'actualité, mais qui peut être aussi en dehors de l'actualité. Donc des sujets extrêmement variés que nous avons envie d'approfondir avec lui pour justement mesurer la réflexion qu'il porte sur ces sujets. D'accord, donc c'est vraiment comme ça, de la découverte, essayer de comprendre quelle est sa personnalité. Qu'est-ce qui est justement évalué? Est-ce que c'est la pertinence et la qualité des réponses, la qualité de l'expression orale du candidat, la qualité de l'écoute aussi du jury? Comment c'est un peu analysé? Alors bien sûr, il y a un ensemble de critères, il y a une sorte de liste de critères. Il est évident que la capacité à communiquer
du candidat est effectivement quelque chose qui fait que si nous comprenons rapidement ou si nous avons besoin d'approfondir parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir compris exactement, ça c'est quelque chose qui fait partie de la fluidité de la communication. Nous disions aussi le fait de convaincre, la façon dont l'étudiant amène les sujets, la façon dont il défend ses opinions. Nous ne jugerons jamais l'opinion en tant que telle, au sens où nous pouvons être en désaccord avec l'opinion que défend le candidat. C'est pas ça le point, c'est comment le défend-il, comment argumente-t-il, et effectivement aussi, comment entend-il, donc l'écoute dont vous parliez, comment entend-il éventuellement la contradiction ou l'envie d'approfondir le sujet. Donc ça, ce sont des critères. Après, effectivement, nous évaluerons comment la profondeur de la réflexion sur les sujets. Nous évaluerons, je dirais, son engagement. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Son envie, ce sont des choses qui font partie de la personnalité, tout en sachant que des étudiants peuvent s'exprimer de façon différente. La personnalité est bien sûr aussi quelque chose que nous prenons en compte. C'est intéressant ce que vous dites sur les opinions. On peut proposer des opinions et ne pas forcément avoir l'assentiment et l'accord du jury, mais pour autant les défendre, parce qu'il peut y avoir comme ça des moments où on s'implique, où on donne son avis. C'est aussi ce qui est recherché, par exemple un avis politique, ou voilà, si quelqu'un par exemple n'aime pas tel secteur, je sais pas, serait par exemple contre l'aviation, il peut en faire part. Parce que parfois les candidats, quand ils préparent le concours, ils disent oui, mais alors attention, il faut que je fasse attention, que je mesure tout ce que je dis, parce que ça reste un jury qui va m'évaluer, il faut que j'ai une pensée qui reste correcte. Est-ce qu'on peut être un peu sincère sur ce qu'on pense? Alors, être sincère sur ce que l'on pense est probablement la meilleure chose à retenir quand on prépare et quand on démarre l'entretien. Quand je disais tout à l'heure, effectivement, nous ne jugerons pas une position sur un secteur, comme l'aéronautique, pour reprendre votre exemple. L'idée ne sera pas, si on est en désaccord avec l'étudiant, ça n'est pas le fait que nous sommes en désaccord qui est propre, c'est comment on argumente. Nous, ça nous intéressera de savoir pour quelles raisons, pour quelle base, sur quel fondement l'étudiant se positionne pour défendre telle ou telle position. Et quand nous évoquons justement une position autre, le fait qu'il entende cette position ne veut pas dire qu'il changera d'opinion. Justement, nous ne voulons pas forcément que le candidat qui doit être en sincérité se dise, bon, là, je sens que le jury n'est pas tout à fait d'accord avec moi, donc je vais évoluer. Non, si le fond de son argumentation, enfin sa conviction, c'est qu'il est contre ou pour tel ou tel sujet, qu'il en parle avec conviction et librement, voilà. Et sans pour autant peut-être rentrer dans un... C'est pas un lieu de débat, quoi. C'est pas... ou en tout cas, si débat il y a, il faut qu'il soit respectueux et qu'il... Alors, bien sûr, le respect reste la ligne, je dirais, directrice de tout entretien. Le débat peut être intéressant, justement, parce que c'est là qu'on approfondit les choses. Après, nous ne passerons pas les 45 minutes de l'entretien sur un débat. Il est évident que notre objectif, il est de donner la parole le plus possible aux candidats en couvrant des champs très différents. Mais le fait d'aller... Si l'étudiant nous apporte quelque chose auquel il croit vraiment, nous aurons envie d'aller plus loin. Un petit mot peut-être sur le projet professionnel, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, mais est-ce que quand on se présente, quand on se prépare comme ça pour un entretien, il faut arriver en disant, bah voilà, moi je sais, j'ai envie de bosser dans le M&A, dans la finance, j'ai déjà regardé un MOOC sur la finance de marché, etc., et arriver avec un projet ficelé, quitte à mentir, ou est-ce que si on n'a pas vraiment d'idée, on peut aussi le dire et dire, bah je sais pas, j'ai envie de prendre le temps de me découvrir? Alors, savoir pourquoi on a envie de rentrer à l'ESSEC est une chose, je dirais, qui nous paraît naturelle. Voilà, l'étudiant, le candidat a passé 2 ans en classe préparatoire. Savoir ce qu'il aurait envie de faire, mais pas forcément en termes de fonction précise, mais ce qu'il aurait, ses projets futurs font partie de sa réflexion. Mais nous n'attendons pas, et ça nous le disons quand nous avons l'occasion de rencontrer des étudiants en classe préparatoire, nous n'attendons pas un projet professionnel très très précis. Vous parliez du M&A, voilà, un étudiant qui est en classe préparatoire, dire j'ai envie de rentrer de faire du M&A dès le départ, nous interpellera. Peut-être on se dira comment
peut-il dire ça de façon aussi précise, alors que, je dirais, un étudiant à la fin de sa première année à l'école n'aura peut-être pas encore eu cette idée. Donc l'idée, c'est vraiment l'authenticité. Si l'étudiant a eu l'occasion de côtoyer, ça peut être intéressant qu'il en parle, mais ça ne veut pas dire que nous attendons un projet professionnel, que nous n'attendons d'ailleurs même pas complètement à la fin de la première année du programme Grande École. Donc laissons le temps de découvrir. Maintenant, un étudiant qui aurait envie de travailler dans un secteur donné, par exemple, là pourra en parler, pourra argumenter. Mais l'étudiant en classe préparatoire n'a pas eu l'occasion de vivre des expériences de stage suffisamment longues pour pouvoir, je dirais, choisir un secteur de façon extrêmement précise et argumentée. Ça peut même être parfois un signe un peu d'immaturité quand on a comme ça une idée un peu trop préconçue, sauf si c'est justifié, mais ça peut être un warning pour le jury de se dire « Ah tiens, c'est une connaissance un peu partielle. » Oui, l'exemple qui est probablement le plus typique, un étudiant qui aurait envie de créer une entreprise, il arrive effectivement qu'un étudiant présente cela, parce que c'est son projet qu'il a déjà en tête peut-être depuis quelque temps. Donc là, ce sont des projets que l'on peut entendre et qui peuvent être intéressants. Quelques autres projets qui sont vraiment trop précis, là, on s'interrogera peut-être sur justement le manque d'ouverture, et peut-être d'ailleurs que très vite dans l'entretien, on sortira de cela, parce que ça n'est pas une vraie rencontre, et nous n'avons que 45 minutes pour cette rencontre. Voilà, c'est important de noter aussi. Un autre point qui parfois angoisse, ou en tout cas questionne les candidates et les candidats, c'est la question des expériences, parce qu'on doit se présenter d'un seul coup, et donc il faut, quand on se présente, on essaie de mettre en avant ses atouts, en tout cas ce qu'on a su faire. Ça peut être des voyages, ça peut être le monde professionnel. Que se passe-t-il si on n'a pas comme ça ce grand storytelling à dire de j'ai fait un stage là-bas, un stage ici, j'ai pu voyager aux quatre coins du monde, et qu'on a le sentiment, et c'est parfois ce que disent les jeunes, qu'ils soient lycéens ou étudiants ou en classe prépa, moi j'ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans ce parcours? Alors je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait le tour du monde pour entrer à l'ESSEC. En fait, je pense que nous savons que les candidats que nous avons en face de nous ont probablement vécu des expériences qu'ils qualifient eux-mêmes de petites expériences qui n'intéresseraient pas les membres du jury. Donc là, effectivement, il faut parler de ses propres expériences, de ses centres d'intérêt. Ça peut être un job d'été. Voilà, on a fait quelque chose pour gagner un peu d'argent. Ça peut être pendant un mois, je dirais, une expérience particulière où on est parti seul, voilà, découvrir quelque chose. Je pense que toute expérience, voilà, est bonne à partager. Mais ne pas inventer une expérience ou ne pas transformer une expérience qui a duré une semaine en véritable expérience qui a duré 3 mois, voire plus. Voilà, je pense que dans la préparation, se dire que l'étudiant n'a pas pu faire de très longues expériences parce qu'il était étudiant et au lycée, puis ensuite en classe préparatoire, mais réfléchir sur des activités, je dirais, qu'il a pu conduire, ou des observations qu'il a pu faire, ça peut être pendant sa prépa, ça peut être pendant son lycée, ça peut être une activité pour gagner un petit peu d'argent pendant l'été. Voilà, il y a des choses intéressantes à partager. Ça peut être les passions aussi qu'on a, on peut partager. Si par exemple on est fan de stream de jeux vidéo, de regarder des gens qui font des parties de jeux vidéo, qu'on est un peu fan de cet écosystème de l'e-sport, bon, en soi on peut se dire, mince, c'est quand même, je passe du temps à regarder des jeux vidéo, est-ce que c'est assez bien entre guillemets pour l'ESSEC? On peut avoir ce type de réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense que le centre d'intérêt d'un étudiant qui se transforme en véritable passion mérite d'être partagé. Voilà. Donc après, nous, membres du jury, nous essaierons de voir la réflexion que l'étudiant a sur cela, les perspectives de cela, les vraies raisons de cette passion. Voilà, donc peut-être ne pas se bloquer en imaginant que telle ou telle expérience ou tel centre d'intérêt dévalorisera le candidat aux yeux du jury. Je pense qu'il faut parler de ces centres d'intérêt, de ces passions, si c'est vrai, voilà. Mais tous les étudiants candidats ont des choses intéressantes à dire. Voilà, c'est extrêmement important de ne pas se censurer et de ne pas imaginer que tous les autres ont de meilleures expériences que les siennes. À l'inverse, est-ce qu'il y a des expériences que vous entendez tout le temps, ou c'est un signe pour vous que vous détectez de non-sincérité, et auquel cas on peut déjà prévenir les candidats, voilà, tout le temps vous entendez qu'il y a telle activité
Il y a des tendances, mais je pense que le conseil que là, pour répondre à votre question, ce que j'aurais envie de dire aux étudiants, c'est parlez-nous de ce que vous faites vraiment, parlez-nous de ce que vous vivez vraiment et de ce qui vous intéresse vraiment. Voilà. On sent que vous avez déjà en tête des grilles de lecture qui sont un peu des points rouges, enfin, ou en tout cas des signaux d'alarme sur certaines choses qui sont répétées peut-être par tous les candidats parce qu'ils ont lu que c'était la meilleure chose à dire. Il y a quelques années, je vais répondre à votre question, mais en nous plaçant très longtemps, enfin quelques années en arrière plutôt, il avait dû être dit, bon, faire de l'humanitaire, entre guillemets, quelque chose de positif, et on avait senti un peu plus d'exemples avec les vraies expériences et puis les expériences plus superficielles. Puis ça a disparu. Voilà, donc je pense que vraiment le vécu du candidat est probablement ce qui nous intéresse le plus. La question d'après, on a déjà la réponse, mais du coup, si un étudiant ment sur son parcours, vous arrivez facilement à le détecter, vous avez l'expérience, ça passe par quoi? Il y a des petites questions qu'on peut poser pour détecter la sincérité? Je pense que il faut juste que le candidat sache qu'on est ensemble pendant 45 minutes. Donc 45 minutes, on a le temps éventuellement de souligner quelques incohérences. Il y a aussi le fait qu'on a envie d'aller sur une expérience, d'aller plus loin, de creuser sans mettre mal à l'aise le candidat. Donc l'authenticité et voilà, pour nous c'est important d'avoir un étudiant honnête qui ne s'invente pas une expérience. Voilà, il doit avoir réellement vécu cette expérience, avoir réfléchi sur cette expérience et la partager. Et puis après, si cette expérience elle est très limitée dans le temps, bah, il nous le dit aussi. Enfin, je pense que l'honnêteté intellectuelle dans l'échange est quelque chose d'important. Comment on fait si on est timide? Parce que c'est vrai que parfois certains redoutent cette épreuve parce qu'ils sont timides et ça se matérialise parfois physiquement, du mal à respirer, on rougit, etc. Est-ce que ces signes de timidité peuvent être pénalisants ou est-ce que voilà, le jury peut avoir de la bienveillance aussi et écouter les personnes, enfin évidemment qu'il les écoutera, mais voilà, comment on peut rassurer les personnes qui se sentent timides de base? Alors je pense que dans l'ensemble, les jurys savent que dans les personnalités, il y a des personnes qui sont plus extraverties et d'autres plus introverties ou plus timide. Dès le début de l'entretien, l'objectif des membres du jury est de mettre à l'aise le candidat. Il doit effectivement, il sait qu'il pourra boire s'il sent que voilà, sa voix est un peu sèche. Donc on mettra à l'aise le candidat. Et effectivement, je pense que l'objectif, c'est de faire rentrer le candidat dans l'entretien et de lui donner la parole, de le relancer. Et tout simplement de lui donner confiance, ça fait partie aussi du travail du jury, pour permettre à ce candidat de s'exprimer et de gagner confiance au fur et à mesure de l'entretien. Nous savons que les premières minutes, elles peuvent être quelquefois plus difficiles pour certains candidats, mais très vite, je pense qu'on rentre. Le candidat va sentir très vite que les 3 membres du jury qu'il a en face de lui ne lui sont pas hostiles. En fait, on a envie d'échanger avec lui, on va lui donner l'occasion d'échanger avec lui, on va le mettre à l'aise. S'il fait très chaud, on ouvrira la fenêtre. Enfin voilà, on montrera que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve. Voilà, tout à fait. On fait attention et on sent effectivement si le candidat est stressé ou trop stressé, ou si nous allons sur un sujet où il y a de l'émotion. Voilà, ça c'est la conduite d'un entretien, de la bienveillance, mais le candidat doit aussi à un moment donné accepter de jouer le jeu et de rentrer dans l'entretien dès qu'il a mesuré la bienveillance. Justement, par rapport au jury, il peut arriver parfois que le jury lise au candidat une mise en situation. Oui, de quoi s'agit-il et est-ce qu'il faut s'inquiéter si on a une mise en situation? Alors, il ne faut pas s'inquiéter si nous avons une ou voire même 2 mises en situation ou si nous n'en avons pas. Je pense que là, il n'y a pas une interprétation à tirer. La mise en situation est un petit texte que le président du jury va lire au candidat. C'est une situation qui est inspirée de faits réels, qui a été écrite à partir de situations vécues par soit des personnes en entreprise, des personnes en association, les étudiants en association, voilà. On décrit une situation tout à fait abordable pour un étudiant qui n'a pas démarré son cursus à l'ESSEC, et on va demander à l'étudiant de réagir, de faire une recommandation, d'expliquer ce que lui ferait dans cette situation. Voilà. On peut en avoir une ou 2. Si l'étudiant ne comprend pas forcément à la première lecture, nous proposons à l'étudiant de relire cette mise en situation pour le faire réagir. Voilà, c'est une partie de l'entretien dite structurée.
C'est possible de ne pas en avoir pendant l'entretien? C'est possible de ne pas en avoir si on a déjà dans l'entretien déjà un certain nombre de choses qui ont été approfondies. Globalement, on en a une de façon générale. Ça ressemble un petit peu du coup aux questions du test d'aptitude, les questions un peu managériales, ou c'est plus... Non. Non, c'est quelque chose qui est soit dans une association, une situation qui est décrite. On place l'étudiant dans un rôle et on lui demande de réagir à cette situation pour mesurer certaines compétences. C'est tout à fait accessible et il ne faut pas s'inquiéter en amont de cet exercice. Comment on se prépare dans les semaines qui viennent? Quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux candidates et aux candidats pour préparer ces tests d'aptitude? Tests d'aptitude ou Pardon, les tests d'aptitude, l'entretien cet entretien de personnalité. Comment on se prépare sur l'entretien de personnalité dans les semaines qui viennent? Alors, je pense que quand on est en classe préparatoire, on a déjà eu l'occasion de passer quelques entretiens blancs et d'avoir réfléchi sur soi-même et sur, je dirais, cette prise de parole devant un jury. Je pense qu'on se prépare sans se surpréparer, c'est-à-dire on se prépare en disant, voilà, si j'ai telle question, voilà ce que je répondrai, ou alors apprendre à parler de soi. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que c'est pas naturel de parler de soi. Donc, se préparer de cette façon, demander aux autres ce qu'ils pensent du candidat, comme ça, pour se faire quelques idées. Retenir ce qui a été souligné probablement pendant les entretiens blancs. Et puis après, s'arrêter là, parce que si l'étudiant, le candidat, est trop dans la répétition, ou est trop cloisonné en disant ça, il faut absolument que je le dise aux membres du jury, ça viendra entraver sa spontanéité que nous attendons en tant que membres du jury. Donc, savoir parler de soi, être confiant parce qu'il y a eu déjà des entretiens blancs, et puis après, on rentre dans l'exercice en écoutant bien les questions et en se disant on a des choses à dire sur soi nécessairement. On va aussi donner la parole à Solène Chapalin, étudiante en première année du programme Grande École. D'abord parce que vous pouvez vous présenter en quelques mots. Du coup, on va laisser aussi les jeunes qui nous regardent voir comment vous vous présentez en quelques mots. Ça peut leur donner des idées. Oui, bien sûr. Alors, bonjour. Je m'appelle Solène. Je viens de Bretagne et j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac en Bretagne. Et ensuite, j'ai rejoint une classe préparatoire à Sainte-Geneviève en ECS. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus les filières, mais donc c'était scientifique. Et donc, au bout de 2 ans de prépa, j'ai intégré l'ESSEC, avec les oraux. Moi, c'était l'année avec les oraux. Et aujourd'hui, je suis très épanouie à l'ESSEC. Et je vais vous parler maintenant des entretiens de personnalité plus en détail. Alors justement, c'était quoi déjà votre état d'esprit au moment de passer les oraux? C'était du stress un peu ou au contraire, est-ce que vous étiez sereine? Alors moi, l'ESSEC, c'était mes tout derniers oraux. Donc j'avais déjà eu un petit peu d'entraînement avant. Mais oui, voilà. Mais donc c'était évidemment parmi les plus stressants. Et donc c'était la dernière ligne droite, c'était vraiment l'école que je voulais pas rater. Et en fait là, pour le stress, évidemment, on arrive stressé, mais il y a les admisseurs qui sont là vraiment pour nous détendre. C'est toute la journée, ils viennent nous rassurer, nous parler vraiment de l'école et vraiment ça nous permet vraiment de nous projeter, de nous donner vraiment envie d'être là, et ce qui permet d'apporter vraiment la touche de sincérité vraiment très importante dans les entretiens, puisqu'ils ont tellement parlé de l'école, tellement présenté l'école, qu'on a vraiment envie d'être là au moment des entretiens. On donne tout ce qu'on peut pour intégrer cette école dont ils nous ont parlé, pour laquelle ils nous ont mis à l'aise. Donc vraiment, l'ESSEC, c'est vraiment de la bienveillance de la part du jury et de la part des admisseurs. Et donc très vite, on est à l'aise dans tous les oraux, que ce soit entretien ou langue. Donc ça, c'est pas un souci qu'il faut avoir, parce que moi-même, je suis assez timide, mais ça s'est très bien passé pour ma part, et pour tous les retours que j'ai eus, c'était la même chose. Et comment justement on se prépare à ces épreuves? Qu'est-ce que vous aviez fait quelques semaines avant le début de ces oraux? Alors, pour reprendre ce qui a été dit, donc il faut un minimum se préparer, mais pas trop, pour garder vraiment cette sincérité et cette spontanéité qui sont très importantes aux entretiens. Donc pour se préparer, on peut déjà commencer par la présentation de 2 minutes, à peu près 2 minutes, qui va vraiment lancer la conversation, qui va donner une première image de nous avec le questionnaire, donc au jury, et sur laquelle il faut quand même un minimum travailler, parce que c'est sur ça en particulier que le jury va s'appuyer pour la suite de l'entretien. Et donc dedans, il faut vraiment dire ce qu'on a envie de dire plus tard, et sur quoi on veut que le jury puisse potentiellement nous interroger. Donc c'est une présentation qui est assez importante, mais qu'il ne faut pas surpréparer, puisque encore une fois, c'est la spontanéité qu'il faut mettre en avant.
Donc ça, c'est une première partie pour se préparer. Et ensuite, je pense qu'il faut essayer de contacter peut-être des intégrés ou de le faire avec des élèves de sa classe ou ses parents pour essayer de s'entraîner un petit peu, histoire de voir si on nous pose telle question, quelle question derrière on peut nous poser et voir si on est capable de réagir sans avoir forcément préparé avant. Donc juste voilà, multiplier les questions pour voir si on est capable de réagir de façon spontanée sur des questions qu'on n'a pas forcément préparées. Et donc ça, pour moi, c'est le plus important, mais encore une fois, sans trop préparer. Et enfin, on peut revoir aussi un petit peu l'actualité pour montrer qu'on est au fait de ce qu'on dit, qu'on on a une tête bien pensante et qu'on n'est pas juste là pour parler aussi de soi, mais qu'on est on s'inscrit dans un cadre qui fait que on est capable de montrer notre projet, dans l'actualité, etc. Et donc encore une fois, se projeter, réussir à bien se renseigner sur l'école, c'est le plus important pour ces oraux. Et finalement, est-ce qu'il y a une question qui vous a un peu marqué dans votre entretien? Est-ce qu'il y a un souvenir un peu marquant de l'entretien? Oui, moi je sais que par exemple, c'était quand on m'a demandé ce que les gens pensaient de moi, donc ce qui est une question assez classique. Et donc j'avais pas forcément pensé à la suite, mais on m'a demandé. Moi j'ai répondu qu'on me disait que j'étais souvent drôle. Donc là on m'a dit faites-moi rire. Donc ça peut être déconcertant, mais là il faut vraiment pas se décourager. Justement, si les jurys sont un petit peu challenging, en général ça se passe bien. Et donc donc j'ai réussi Comment vous l'avez fait rire? J'ai sorti une blague un petit peu bateau, mais il a rigolé. Et oui voilà, donc ça après c'est l'atmosphère aussi heureusement, parce que si ça avait été un blanc, je savais pas où me mettre, mais du coup voilà, ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y a toujours quelques petites questions en général quand ça se passe bien challenging, mais voilà, il faut pas se décourager. Et c'est vraiment pour montrer tout ce qu'on a et encore une fois, dans tous les cas, c'est de la bienveillance dans ces entretiens. J'imagine que là, tous les candidats qui nous regardent vont tous apprendre une blague par cœur pour être sûr, et vont même la mettre dans leur présentation pour prouver qu'ils sont drôles. C'est intéressant, Marie-Noëlle, ça montre, voilà, il n'y a pas de question de piège finalement, mais en tout cas, voilà, le jury rebondit et quand on dit qu'on est drôle, il faut le prouver, quoi. Oui, il n'y a pas de question piège, non, effectivement. C'est en fonction de ce qu'on dit. Oui. Voilà. Ça s'adapte en tout cas là-dessus. Marie-Noëlle, quelle posture il faut adopter face au jury, notamment vestimentairement? J'ai une question qui revient beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas de règles, mais qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on est étudiant et qu'on va passer les oraux? Je dirais une tenue correcte. Voilà, les membres du jury sont en tenue professionnelle. On attend du candidat, c'est une épreuve d'admission, on attend du candidat qu'il soit dans une tenue correcte, qu'il soit à l'aise dans cette tenue correcte. Donc on ne va pas demander forcément à un étudiant, donc garçon, d'avoir une cravate s'il se sent absolument étriqué dans sa cravate. Voilà, on envoie un signal aussi de respect. On a compris où est-ce qu'on était, puis dans quel futur il faut aussi se projeter aussi voilà. sur le futur monde professionnel qu'on va avoir. Mais maintenant, on peut avoir des tenues tout à fait correctes sans forcément aller dans l'extrême. Voilà. Donc, ça arrive parfois qu'il y ait des gens qui essaient de dénoter vestimentairement, et ça peut être une question qu'on leur dit. Non, j'ai pas d'exemple en tête, mais j'imagine derrière votre question. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est une rencontre avec l'étudiant et voilà, ça sera fluide. Si ça fait partie de la personnalité, si ça fait partie de ce qu'est le candidat, ce ne sera pas quelque chose qu'on soulignera, ça fera partie de ce qu'il est. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une question, je comprends qu'on puisse la poser. Il faut se sentir à l'aise dans un exercice où on exprime du respect, de la correction les uns envers les autres. On va passer aux questions. Vous pouvez continuer à nous envoyer, bien sûr, sur le chat. Est-ce qu'on doit apporter un CV dans la mesure où il y a déjà le questionnaire? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un CV? Non. Il n'y a pas de CV. Le questionnaire est le document que le jury a avec lui. Est-ce qu'il y a une manière, disons, optimale de se présenter, une manière qui soit recommandée dans la petite phrase de présentation, une trame précise à respecter? Par exemple, vous avez parlé de la Bretagne, voilà, est-ce que parler de la géographie, ça peut être intéressant? En fait, moi, je pense qu'il faut surtout parler de ce qui nous tient à cœur et ce dont on aimerait, pourquoi pas, que le jury nous interroge derrière. Donc, c'est vraiment très personnel à chacun. Les profs peuvent donner des conseils sur des trames, mais voilà, il faut vraiment qu'on soit à l'aise avec ce qu'on dit, parce que forcément, on va un petit peu le préparer. Mais il faut que derrière, ce soit spontané et pas quelque chose appris par cœur, selon un cadre donné par le professeur impérativement. Donc voilà, on peut prendre des conseils, mais voilà, il faut qu'on soit à l'aise avec ce qu'on dit, qu'on soit en accord avec ce qu'on dit. Et c'est, je pense, le plus important. Peut-être donner des éléments qui donnent envie de creuser finalement oui. le jury.
Exactement. Oui, oui, oui. Et de toute façon, se dire que c'est le moment voilà, de démarrage de l'entretien et qu'il y aura il y aura derrière 40 et quelques minutes pour approfondir et ajouter des éléments qu'on n'aurait pas donnés dans sa présentation initiale. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Quebel, directrice des études de la Grande École, et puis Solène Chapalin d'avoir été avec nous. Merci.